Donc, tu t'appelles comment? Je m'appelle Jean-Claude pour ce soir. Jean-Claude, je t'ai informé que c'était enregistré. Tu sais que il sera possible de te retrouver sur Facebook et sur les réseaux sociaux jusqu'en 2050. J'espère que les gens m'auront oublié d'ici là, mais oui, je suis informé. Vas-y Jean-Claude. Alors, je t'appelle pour un petit conseil, petite autre vision. Voilà, exactement, parce que je suis, à mon avis, trop dedans pour y voir clair de l'autre côté, donc les côtés clients. Pour te le faire court, avec mon patron, on crée un autre business, donc qui est toujours bien évidemment autour du café, et on voudrait mettre un petit plan de formation pour les clients professionnels, j'entends bien. Donc un espèce de petit simulateur avec le même effet tire-fesse que tes relooking, tu vois, où le client vient, il a une certaine vision et il repart avec un peu mal aux fesses, mais une vision plus qualitative de ce qu'il connaît. Et tes clients, ça serait qui alors? Les clients seraient principalement des restaurants, soit semi-gastro, mais plutôt étoilés, et plusieurs palaces. Donc en fait, tu vises des palaces qui ont un certain savoir-faire dans l'accueil et le traitement de clients un peu VIP, mais qui en gros ne savent pas faire du café et font du café de merde. Exactement. Mais ont quand même la volonté, voilà, d'en proposer un bien, sinon ils ne passeraient pas par nous. Tu veux dire des palaces où le café coûte 5 à 10 euros, mais où il est imbuvable. Exactement. Mais il vient dans une belle tasse en émail avec 45 grammes de petits fours à côté. C'est ça. Ok, j'ai bien compris. Ouais, parfaitement. Je le cite, ce ne sera pas forcément un client, mais en termes d'exemple, un arpège, c'est exactement ça, par exemple. En termes de restaurant, c'est plutôt, 3 étoiles, qui a enfin compris qu'il propose un truc de merde et qui peut s'améliorer. Ok. Pour dire grossièrement. Le problème qu'on a, enfin en tout cas que j'ai, puisque c'est moi qui ai écrit ça, c'est que ce sont des clients qui sont donc dans le métier, au moins pas forcément du café, mais qui en font depuis quand même des années, qui en proposent depuis des années, et arriver et leur dire que ce qu'ils font depuis des années, c'est, comme tu as dit tout à l'heure, dégueulasse. En soi, ça ne me gêne pas, ça va les offusquer, ça ne me gêne pas. Ce qu'il y a, ça ne me gêne pas parce que je considère qu'il est impossible de ne pas l'offusquer. Mais ce qu'il y a, c'est comment essayer, une fois que ça s'est fait, d'attirer un peu la curiosité et finalement de conquérir malgré ce démarrage qui peut être brutal. Comment vous comptez les démarcher, ces gens-là? Il y a déjà un très gros réseau commun derrière, où on connaît déjà pas mal de gens. Mais je pense que ce sera moins compliqué puisque on a l'avantage de les connaître et déjà travailler avec. Oui, c'est vos clients. Donc vous êtes leur fournisseur. Exactement. Vous leur fournissez la matière brute. Oui. Vous leur fournissez quoi en fait? Le café torréfié. D'accord. Mais selon vous, le produit final qu'ils servent n'est pas à la hauteur de ce que vous leur fournissez comme matière brute. Exactement. Donc vous voulez profiter d'une de vos rencontres, d'une de vos réunions commerciales pour leur faire passer un message. Ce serait au-delà même d'une rencontre, alors c'en est une, mais c'est vraiment les faire passer dans un simulateur. C'est-à-dire on les fait venir pour 45 minutes à 1 heure et voilà. Et on envoie la sauce pendant ce temps-là. Enfin, durant ce timing-là. Ce que j'ai un tout petit peu du mal à saisir, c'est le concept de simulateur. C'est un mot trouvé, hein, mais c'est tout simplement un petit cours, une petite formation, quoi. Formation d'1 heure, si on veut. Et une formation à quoi? Au café, à tout ce qui est le café et son utilisation. Mmh. Et les gens que vous rencontrez de ces établissements prestigieux, c'est qui? C'est des acheteurs? Il y a des acheteurs, pour les palaces, ce sont des acheteurs, effectivement. Restaurants,
c'est pour l'instant celui avec qui on a affaire, en tout cas dans ce cadre-là, c'est le responsable de salle, c'est le chef de salle. Et lui, son pouvoir décisionnaire, c'est quoi? De pouvoir former les gens s'il en a besoin. Globalement, c'est tout. Le café, c'est acté, mais voilà, nous, on veut qu'ils l'utilisent comme il faut. Mais pour ça, il faut changer la vision qu'ils ont du café, malgré tout. Il ne faut pas juste acheter le truc et basta. Penses-tu que leur clientèle soit sensible à l'argument gustatif en matière de café? Ça, c'est très difficile parce que ça me fait me demander ce que moi je pense, et moi je pense que les clients s'en foutent. Moi aussi. Mais, pour l'avoir constaté au cours de mes différents voyages et mes différentes observations, parce que je suis également un caféophile, même si je n'ai pas votre niveau à toi et à l'ami Julien A, qu'on salue au passage, j'ai quand même remarqué que la clientèle du café est extrêmement segmentée en trois. En trois. Tu as ceux qui n'en boivent pas, ou très occasionnellement. Tu as la micro-clientèle internationale, anglo-saxonne notamment, de coffee shop. C'est ça. Et entre les deux, tu as un ventre mou de français de base, entre guillemets, pour qui le café est une espèce de réflexe ou de... C'est un peu le coup de caféine pour se fouetter le matin avant de sortir dans le froid, ou pour se prendre avec la cigarette après le repas. Et même dans des gastros français, que je fréquentais notamment à l'époque où j'étais dans le conseil et où nous accompagnions évidemment les gros clients, les gros clients étaient systématiquement invités à déjeuner dans des gastros pour formaliser la force de notre partenariat, essayer de gratter un petit billet pour la suite. C'était clairement pas le pic du gastro, c'était certainement pas le café, quoi. Donc effectivement, essayer d'infuser, sans jeu de mots, mais d'infuser la culture coffee shop dans des établissements où clairement la priorité est totalement ailleurs, et ils font du café pour des raisons culturelles un peu contraintes et forcées, ça me paraît un enjeu beaucoup plus difficile qu'il n'y semble au premier regard, tu vois, au premier abord. Ah, c'est clair, on a eu cette étude-là aussi, dans tous les cas. Et justement, ayant... voilà, tu connais nos expériences passées, même à Julien, donc tu sais très bien comment ça se passe. Bah non, pas tant que ça, mais ce que je sais par contre, c'est qu'effectivement, un commerce réagit en général à des variations de l'offre, plutôt de la demande. Donc si la demande vers une gamme d'espresso plus qualitatif n'existe pas, de la part des clients finaux, c'est sûr que c'est très difficile d'expliquer à un commerce qui a fait du reste du repas toute sa culture et tout son savoir-faire, c'est difficile de l'expliquer, d'investir sur ce qu'il considère être limite un accessoire superflu, enfin, tu vois. Pour l'instant, c'est ça l'avantage. Pour vous, le café est votre centre, le café est le cœur de ce que vous produisez. Eux, ça n'en est que la périphérie de la périphérie de la périphérie. Eux, le café, c'est ce qu'ils servent automatiquement avec le ticket de caisse, quoi. Enfin, avec la note, avec la facture. Exactement. Avec l'addition, pardon, je cherche les mots. Quand tu passes de pays en pays comme ça, tu ne sais plus dire Tu hésites entre la note, le reçu, la cuenta, il conto, l'addition. Dans la culture française, le café, c'est ce qui vient pour tenir l'addition. Tu sais, tu as l'addition qui arrive et on a peur qu'elle s'envole sur la table. Donc tu poses un petit café dessus, très mauvais, et qu'un petit chocolat. C'est ça. Vous, c'est le cœur de votre activité, le cœur de votre production, et vous voulez convaincre ces gens de la nécessité et des bienfaits de passer ce produit de la périphérie de leur offre au centre de leur offre, comme si ça allait devenir un critère de choix. Le problème, c'est que le client final, n'ayant jamais démontré, n'ayant jamais formulé cette attente, n'ayant jamais formulé cette demande, vous vous retrouvez quand même un petit peu seul. Ne cachons pas derrière notre petit doigt et disons les choses franchement. Vous êtes aujourd'hui dans votre circuit achat-vente, vous êtes les seuls à penser qu'il y ait une valeur ajoutée quantitative à travailler le produit espresso dans un restaurant comme l'Arpège, puisque les clients ne le demandent pas,
le restaurant ne le demande pas. Donc en gros, il faut passer d'une logique de demande à d'une logique de demande à une logique d'offre. C'est-à-dire hausser la qualité de l'offre jusqu'au point que le client le remarque. Très bien. Sauf que toi et moi, on est convaincus intuitivement que le client s'en fout, car le client, il n'est pas le client de caféothèque ou de coffee shop. Alors, le seul avantage, justement, c'est que là, on ne serait plus tout seul, puisque ce sont les restaurateurs eux-mêmes qui, en tout cas dans ces 4-5 cas-là, qui sont venus nous voir pour ça, pour changer leur offre, pour améliorer leur offre café. Donc on a ce petit pied, mais effectivement, si on doit résumer en tant que client final, moi je ne crois pas qu'ils feront la différence, mais donc on pourra difficilement dire non à leur vendre du café quand même à ces restaurateurs-là. Mais votre intérêt, je vais me faire l'avocat du diable, votre intérêt c'est quoi en fait? Dans la mesure où, qu'est-ce que vous upselleriez, qu'est-ce que vous leur vendriez en plus que ce que vous ne leur vendez déjà? La formation serait payante? Le simulateur, là? Non. Alors vous leur vendriez quoi? Cette éducation aurait quel but commercial? Vous leur vendriez quoi en plus? C'est plutôt comme un suivi, tout simplement. Et par contre, sur des nouveaux clients, les nouveaux clients seront obligés de passer par là d'abord pour choisir ensuite leur service. Quand tu dis client, tu parles d'établissement en fait. Hein. Oui, c'est ça. Donc les nouveaux établissements seront obligés d'en passer par là, c'est-à-dire par votre atelier formation. Exactement. Le but étant avant même pour ces nouveaux clients-là de les livrer, qu'ils adhèrent finalement à cette philosophie et qu'après on travaille ensemble pour leurs besoins, en fonction de leurs besoins et pour qu'ils s'y retrouvent eux-mêmes. Parce que pour te donner un ordre d'idée, par exemple, Richard maintenant vend des kilos de café à plus de 20 € et nous on serait bien en dessous avec une qualité supérieure, qui peut paraître un peu idiotique, mais qui est tout à fait réaliste. Mais il y a une qualité de café Richard qui est pas mauvaise, hein. Oui, il y en a plusieurs. En fait, le problème du café Richard, c'est le bas de gamme, mais le moyen haut de gamme n'est pas si mal. Non, il n'est pas si mal, mais il est à plus de 30 € le kilo et les restaurateurs ne peuvent pas se permettre d'acheter ça. Enfin, ils peuvent, hein, surtout ceux qui le vendent 10 € l'espresso, mais ils le font pas. Donc tu es en train de nous dire, enfin moi je le sais, mais on va dire pour les néophytes, tu nous dis, toi qui es un professionnel du café, que le café Richard à 1 € du Troquet et le café à 10 € du Palace, donc de gens qui n'ont ni l'un ni l'autre paradoxalement la culture du café, c'est exactement le même. C'est exactement le même. C'est exactement le même, sauf que dans le Palace, tu as des petits fours à côté et la jeune fille qui te la porte te sourit au lieu de te tirer la tronche. C'est ça. Au Fouquet, tu as tes 3 petits financiers donnés avec, tu es très content. C'est ça. Alors, j'ai envie de... Encore une fois, hein, c'est un univers que je ne connais qu'en tant que client final, pour lequel j'ai une certaine curiosité naturelle, parce qu'effectivement, c'est un produit que je consomme et envers lequel j'essaie d'avoir une approche très qualitative. C'est-à-dire que je suis prêt à faire mon petit kilomètre de plus pour boire un bon café, ce qui me range déjà dans le 5, le 3 ou le 1% de la population, parce que pour la plupart des gens, c'était vraiment un produit d'usage quantitatif et d'usage presque santé mentale et santé économique. Je me rappelle en me renseignant sur les meilleures machines à café à domicile, donc en geekant un petit peu sur Internet et sur les forums, je ne voyais que des calculs de rentabilité avec des gens qui disaient boire 8, 10, 12 cafés par jour et qui comparaient le prix des capsules en disant tu vois, avec telle machine, tu fais une économie par mois de 30 €. Enfin, c'était vraiment des approches ultra quantitatives et ultra limite addictes. Donc, faut vraiment comprendre que vous êtes... je pense que vous êtes sur un univers où la révolution grand public n'arrivera pas, ou en tout cas pas tout de suite. La transformation qualitative
qu'il y a eu en France récemment et que les amateurs de café comme moi constatent, puisqu'il est quand même possible désormais dans une grande ville en France de trouver du café décent, ce qui était, il y a ne serait-ce que 5 ans, une mission quasi impossible. Aujourd'hui, tu fais 3 rues et tu en trouves un buvable, ça n'était pas le cas avant. Donc là, les non-buveurs de café, ou en tout cas ceux qui n'ont jamais goûté un café bien fait, un café réussi, un café gastronomique, ne voient pas la différence et pensent vraiment qu'on encule les mouches. Mais en tout cas, cette hausse de la demande, cette hausse qualitative de la demande et non pas de l'offre, vient à mon avis d'un changement sociologique qui est la hipsterisation et la multiculturalisation des centres-villes. C'est-à-dire qu'en fait, c'est parce qu'il y a tous ces échanges et parce qu'il y a tous ces Erasmus et parce qu'il y a toutes ces mutations sociologiques dans les centres-villes que cette communauté qu'on a appelé les hipsters et qui maintenant peut-être ont un autre nom, je ne sais pas, a apporté une qualité de demande différente et que tout à coup on est obligé de fournir. Mais ce n'est pas le goût des Français qui a changé, c'est simplement que la sociologie des grands centres-villes a changé et du coup qu'il faut servir une qualité de client qui est différente. Oui, oui, je pense que c'est ça. Le Français a toujours été à la traîne côté café, il a été à l'avant de la scène côté œnophilie et côté grande gastronomie et à l'arrière vraiment en queue de peloton, sur le café, sur la restauration rapide, sur la sandwicherie, où il y a encore une dizaine d'années, la seule chose que tu pouvais trouver de mangeable à Paris en restauration à emporter, c'était un McDo ou un jambon beurre. Et en plus, jambon beurre très mauvais. Hein. Toute l'offre de la restauration, entre guillemets, semi-rapide, qualitative, est venue de concepts étrangers finalement. Anglo-saxons, nordiques, italiens, tu vois. Donc, je pense que ces établissements se revendiquant probablement une grande culture gastronomique française, tu vas devoir, et là c'est le sociologue ou le psycho-sociologue qui parle, tu vas devoir, j'ai pas de doute sur la qualité de ton produit, et j'ai pas vraiment de doute sur l'hérésie consistant à sortir un café dégueulasse à 10 € dans un menu gastronomique. Et je pense que cette hérésie devrait être corrigée, tout simplement. Par contre, sur les moyens d'arriver, je doute beaucoup que vendre votre package comme une formation soit très malin d'un pur point de vue psychologique. C'est-à-dire que le rapport de force n'étant clairement pas en votre faveur, le rapport de force en termes de notoriété et en termes simplement d'écoute, d'image et d'assise, entre l'arpège et toi, n'est pas en votre faveur. Et je crains que leur présenter votre produit comme... Alors le simulateur, on a du mal à comprendre ce que c'est, mais leur présenter votre produit comme une formation me semble assez maladroit. Je ne pense pas que ces gens, n'étant jamais, encore une fois, souviens-toi, mais ils ne sont jamais sollicités par une demande. C'est-à-dire que leur client final ne leur demande rien, et leur fournisseur, je me fais l'avocat du diable, leur fournisseur prétend, pour continuer à les fournir, avoir besoin de leur expliquer la vie. C'est un peu ça. Je ne le prendrais personnellement pas très bien si j'étais aux manettes des achats d'un de ces établissements. Je ne comprendrais sincèrement pas que mon fournisseur veuille m'expliquer la vie en me faisant passer à travers un programme de formation pour faire un produit que, encore une fois, je me fais l'avocat du diable, comme grand établissement de la gastronomie française, je considère totalement périphérique à mon offre et que je fais uniquement contraint et forcé pour des raisons culturelles, d'habitude. Si tu veux, en fait, ils servent ton café pour ne pas être pris de court quand un client le demande, mais ça n'est clairement pas au centre de l'offre. Non, c'est clair. Donc je pense que moi, tout ce que je peux t'apporter, pour être très humble, une fois n'est pas coutume sur ce phone coaching, c'est à mon avis de la sémantique. C'est que sémantiquement parlant, il faudrait que vous développiez une petite gamme de 4 ou 5 appellations dont aucune ne contienne cette notion très pédante d'enseignement, de formation, de formateur. Je pense qu'ils n'ont pas envie de venir prendre un cours. Voilà, sincèrement. D'accord, très bien.
L'idée de leur faire un cours, gratuit ou pas gratuit d'ailleurs, peu importe, mais l'idée de les soumettre comme ça à une espèce de cours de formation me semble quand même pas psychologiquement la plus pertinente. Par contre, vous pourriez intégrer exactement le même contenu, c'est-à-dire exactement le même contenu très technique, probablement de traitement du produit, de conservation, de je ne sais pas quoi, dans un package qui ne se présenterait pas comme un cours ou comme une formation, encore moins comme un coaching, mais qui se présenterait comme... Est-ce que vous avez une gamme large, par exemple? Vous avez combien vous leur proposez combien de produits différents? Parmi une gamme de combien de produits choisissent-ils? Parmi un petit peu moins d'une dizaine. Bon. En fonction des récoltes. C'est nous qui sélectionnons, donc on prend aussi ce qui est bien. Donc ça peut varier. De 5 moi, en tant que psychosociologue, je te dirais que le meilleur moyen de leur faire passer la pilule, c'est de les faire partie intégrante du processus de choix. Oui. Alors là, il faut mettre un petit peu votre ego de côté, mais ça consisterait par exemple à dire, au lieu de leur donner à choisir parmi 8 produits déjà présélectionnés par vous, ça consisterait par exemple à leur glisser l'idée que vous allez évaluer peut-être d'autres fournisseurs, d'autres pays, d'autres régions, d'autres techniques, tout ce que vous voulez, d'autres plantes, que vous avez une gamme de, je sais pas, de 20 à 30 fournisseurs potentiels, et que vous auriez besoin peut-être on va dire, de mieux comprendre leurs demandes à eux. Et donc, vous auriez besoin qu'ils vous consacrent 30 à 45 minutes pour que vous les fassiez passer à travers d'une petite grille, d'un petit questionnaire, d'un certain nombre de questions-réponses, tu vois, et que de ces questions-réponses, vous compreniez mieux leurs demandes et que vous leur fournissiez un produit peut-être encore plus pointu, encore plus... Voilà. Tu vas me dire que ce n'est pas du tout ce que vous cherchez à faire, je le sais, mais en tant que psychosociologue, encore une fois, il est beaucoup plus efficace de faire rentrer ton client dans un process, dans le process qui va chercher à construire la solution, que de lui délivrer une solution déjà toute faite, clé en main. Et une fois que tu l'as fait rentrer dans la démarche qualitative par ce bout-là, c'est-à-dire non pas en lui disant venez assister à un cours car vous n'y connaissez rien, mais en lui disant venez nous aider à choisir les meilleurs fournisseurs. Une fois que tu l'as convoqué avec ce prétexte-là, ensuite tu peux lui glisser exactement ton contenu pédagogique, mais non pas comme un cours, mais comme un élément de contexte. D'accord. Alors si je peux me permettre, c'est mieux que la réponse que j'espérais parce que dans notre schéma en fait qu'on voulait faire, ce que tu viens de dire, les faire participer à la décision et répondre un petit peu finalement la sélection à leurs besoins, c'est ce qu'on voulait faire après. Donc finalement, ça aurait été, tu vois, finalement tu me dis de 2 sessions d'en faire une seule, c'est ce qui est certainement bien plus intelligent. Donc, je pense que c'est très bien. Je peux me tromper aussi, mais je pense que c'était la meilleure réponse en fait. Donc sans le savoir, tu me prends les 2 et tu m'en fais un. C'est très très bien. Bah, écoute, si ça te convient, alors c'est parfait. En tout cas, de façon plus globale, afin que ne se sentent pas concernés uniquement ceux qui traitent du marché du café sur Paris, mais il faut toujours se souvenir, il faut toujours mettre notre ego de côté dans les négociations commerciales et toujours imaginer quel est le rapport de force du point de vue de la contraposée, c'est-à-dire du point de vue de l'adversaire ou du partenaire. Et clairement, tu me parles de gastronomique étoilée, vous êtes une PME, tu es bien d'accord, objectivement? Oui, sur cette partie-là, oui. Donc vous êtes une PME, donc une petite ou moyenne entreprise, voire une TPE, vous êtes peut-être même une très petite entreprise, et en plus votre cœur de compétence, votre valeur ajoutée, se fait sur quelque chose qui est à la périphérie totale de leur offre.
Donc tu vois bien qu'il n'est pas logique, du point de vue de la psychologie des émotions, de les convier, de les convoquer à un cours. C'est vrai, très très bien. Ils n'ont le rapport de force. Il y a la logique du commerce avec un rapport de force commerciale de négociateur par rapport à la cote du produit, au discount, à la fidélité, etc. Ce qui est une chose. Mais encore une fois, il y a toujours la logique des émotions et la psychologie des émotions. Et en tant que fournisseur d'un produit totalement périphérique, il me semble un peu présomptueux de penser arriver à convier ces gens à des formations sur quelque chose qui, un, n'a aucune importance pour eux, et deux, donné par une TPE d'un sous-produit. En revanche, profitez d'un de vos rendez-vous commerciaux de négociation classique ou de profiter d'une livraison pour effectivement toucher 2 mots à ces gens sur le fait que vous allez bientôt organiser des sessions de benchmark de nouveaux fournisseurs et que vous auriez envie et besoin de leur expérience et de leur savoir-faire et de leur goût et de leur discernement, et là tu leur beurres bien l'arrêt, tu vois, pour... Exactement. Voilà, là tu soulignes exactement tout ce qu'ils ont envie d'entendre et tu appuies sur tous les bons leviers de la culture qualitative française. Et en disant, ben voilà, en fait, on aimerait beaucoup, on pense que ça serait profitable à la fois pour vous et pour nous, si vous veniez faire participer à un processus d'écrémage et d'écrémage, de réécrémage et d'élargissement du choix de nos fournisseurs, pour qu'on vous délivre un produit qui soit vraiment le top du top du top, dont aucun de vos concurrents ne puisse rêver, qu'aucun de vos concurrents ne puisse égaler, tu vois. Très bien. Et en réalité, tu sais que tu as 10 km, tu as 10 ans d'avance sur eux en matière de technique et de produits, mais tu les convoques en utilisant un petit peu le bon sens et la psychologie. Et après, une fois sur place et une fois que tu les as pour 1 heure ou 1h30 chez toi, tu leur passes le message que tu veux. Après, tu leur fais un cours si tu veux. Le but est de ne pas le présenter comme un cours. Très bien. Le but est de leur présenter je ne sais pas si vous avez fait un documentaire, si vous avez fait une vidéo, ou si vous comptez, je ne sais pas, faire une espèce de démonstration physique, ce qui à mon avis serait beaucoup mieux. Oui, c'est prévu ça. Et ben, pipotez, vous avez vos 10 échantillons, vous en faites 30, en mettant 3 fois les mêmes, avec des noms différents. Je vois où tu veux en venir. Et vous faites une espèce de test à l'aveugle pour qu'ils n'aient jamais l'impression qu'on leur fait un cours, mais n'empêche qu'ils assisteront finalement à la même démonstration que s'ils avaient été conviés pour un cours. Très bien. Très bien. Et à la fin, tu notes leur choix, à l'aveugle, évidemment, et tu les fais passer pour des caféologues. Très bien, oui, en leur remettant une petite couche de crème, de beurre. Et après, tu leur dis que leurs inputs, donc vous notez bien leurs préférences, ils ne remarqueront pas qu'ils ont goûté 10 fois la même chose, enfin 3 fois la même chose plutôt, vous notez bien leurs préférences, et vous leur dites que voilà, dans les prochaines semaines, leurs commandes auront tenu compte, vos commandes, pardon, auront tenu compte de leurs préférences et que vous allez même informatiser le truc et que vous aurez voilà, les commandes café de l'arpège, les commandes café de un tel, les commandes café de un tel, et puis vous leur donnez un petit nom. Genre les fruités, les boisés, les machins, les trucs. C'est vrai, bon, c'est super. Un petit peu comme Nose fait avec les parfums, tu sais. L'idée, c'est de personnaliser l'expérience au maximum. C'est vrai. Bon, ok. Sans les iPads à profusion, c'est pas la peine. Je vois bien. Non. Non, on va pas copier Nose non plus. Voilà, garçon. Très bien, c'est parfait. Ça marche, merci Stéphane. Salut Jean-Claude, ciao.